Francis Gelleri, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc journaliste, réalisateur du documentaire Les Ombres du Bataclan, qui était un documentaire qui a été... Quand est-ce qu'il est sorti la première fois ? Eh bien, c'était en 2021. 2021, diffusé sur Arte. Puis... Et il avait été produit à l'occasion du grand procès des terroristes du Bataclan, oui, où Salah Abdeslam a été condamné. Oui, tout à fait. On va revenir d'ailleurs sur ce sujet de Salah Abdeslam juste après avec Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et on va aller après évidemment sur le fond, mais sur l'histoire même de votre documentaire, ce documentaire est sorti, diffusé sur Arte, et puis il a été supprimé de la plateforme. Que s'est-il passé exactement ? Alors, il a été diffusé comme prévu. Il y a eu 2 diffusions consécutives et placé sur la plateforme comme il est de coutume sur Arte à partir de cette époque. L'audience était absolument considérable, puisqu'il y a eu beaucoup de bruit autour du film. Et effectivement, il a été retiré. Alors, c'est facile à expliquer maintenant, mais sur le coup, j'avais pas eu trop d'explications. Mais c'est lié aux réactions épidermiques de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve. Voilà. Il faut dire, et ça va être tout le sujet qu'on va aborder maintenant, que vous cherchez en fait vous-même à comprendre les dysfonctionnants, les problèmes d'intervention. Pourquoi alors qu'il y a autant de services, et on va rappeler toutes les forces de l'ordre qui sont autour du Bataclan notamment, pourquoi ces forces n'ont pas pu intervenir, et que vous, en menant l'enquête et à travers des propos des uns et des autres, on voit remonter quand même clairement la piste de Manuel Valls a tenté de privilégier un service plus qu'un autre pour avoir des retours ensuite d'appareils. Je crois qu'il faut être prudent là-dessus, parce que c'est précisément ce qui a valu des problèmes à Arte et pas à moi. C'est Arte qui a été visé par Manuel Valls pour diffamation. Précisément parce que dans le film, un intervenant raconte comment la relation entre le ministère de l'Intérieur et les services de police était tendue à l'époque, et qu'il y avait la guerre des polices, c'est-à-dire différents services qui auraient pu intervenir au Bataclan. Et la question qui se posait et qui s'est posée à tous, c'est pourquoi c'était ce service, c'est-à-dire la BRI, qui est intervenu et non pas une autre. Et si tard ? Pourquoi si tard ? Oui, alors que d'autres auraient pu intervenir bien avant. Pourquoi pas la force d'intervention, la police nationale, qui est une organisation de service exactement prévue pour un attentat, comme ça avait été le cas à l'Hypercacher quelques mois plus tôt. Bien sûr. Et personne n'a compris. Et donc, quelqu'un suggère une explication, mais en tout état de cause, il n'y avait pas d'accusation. C'était une explication de la part des gens à l'intérieur des services de renseignement. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, il est clair qu'on l'a entendu, mais sauf que Manuel Valls n'a pas du tout supporté et a porté plainte pour diffamation. Quelques mois plus tard, sans que j'en sache plus, la plainte a été retirée. Ouais, ça c'est intéressant. Mais le film a été retiré aussi. Oui. Bon, donc on va aller dans le vif du sujet. On a choisi des extraits et ensuite vous allez nous commenter à chaque fois, Francis Gelleri, si vous le voulez bien, où on voit justement à chaque fois l'une de ces forces de l'ordre, l'une de ces brigades qui aurait pu intervenir, et à chaque fois pourquoi elle n'est pas intervenue. Et on voit à chaque fois une explication. Et je vous assure, ce documentaire, franchement... D'ailleurs, comment font aujourd'hui ? On peut le retrouver ou pas, malgré tout, si les Français qui nous écoutent souhaitent le voir ? Il est, on va dire, pratiquement interdit d'antenne. Donc, vous ne pouvez pas le retrouver. Il se trouve que, et ça c'est une information toute récente, il est possible qu'on puisse le retrouver prochainement sur une chaîne Internet. D'accord. Bon, avec des coupes. Ah bon ? Oui. Ah oui. Écoutez, nous, en tout cas, on n'est pas coupé et on va passer des extraits de ce documentaire, si vous voulez bien. Et je vous demanderai à chaque fois d'interpréter parce que c'est assez édifiant. Alors, on a d'abord cette histoire sur place, donc le jour du Bataclan, le jour de cet attentat, donc il y a 10 ans, 13 novembre 2015. On a autour du Bataclan des policiers et des militaires de l'opération Sentinelle qui sont là. Pourquoi ces militaires ? La police appelle pour demander qu'on donne l'autorisation à ces militaires ou l'ordre à ces militaires d'intervenir. Or, on ne leur donne pas cet ordre-là. Et la police ne comprend pas. Georges Fenech revient sur cette affaire. Vous l'avez filmé. Bon, donc première force qu'on aurait pu utiliser en présence, l'opération Sentinelle. La réponse, niet. On n'utilise pas le feu car nous ne sommes pas en guerre.
Ça, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Est-ce que ça fait partie de l'ordre normal des choses, on va dire? C'est-à-dire que c'était jamais produit, donc l'ordre normal, on ne sait pas. Le fait est que l'opération Sentinelle était là pour rassurer la population. Et oui. Parce que la menace terroriste était considérable à ce moment-là. Oui. Et donc, c'était pour rassurer la population. Il y en avait un peu partout dans Paris et ailleurs en France. Mais si j'ai bien compris, leur arme n'était pas chargée, ils n'avaient pas de munitions. Ah bon? Donc, vous voulez dire que toutes les sentinelles qu'on voit en opération Sentinelle dans Paris circuler avec des grosses armes, en fait, c'est souvent, on peut imaginer qu'ils ne soient pas armés? Qu'ils ne soient pas chargés? Alors attention, c'était à l'époque, et moi je vous parle de ceux qui étaient devant le Bataclan. Oui, bien sûr. Je ne vais pas généraliser, on redonne les infos. Je ne sais pas, mais à l'époque, donc même s'ils étaient intervenus, ils n'auraient rien pu faire avec leurs armes. Ah bah oui, évidemment. Donc ok, en effet, ça donne. Donc on les met. Je voulais quand même vous préciser une chose. J'interviewe Georges Fenech parce que en fait, il est plus ou moins à l'origine du film. Oui. Georges Fenech était le président de la commission d'enquête parlementaire qui avait été déclenchée 1 an après les attentats, afin de connaître la raison pour laquelle il y avait eu autant de dysfonctionnements. Une commission d'enquête qui a rendu son rapport, mais qui n'a pratiquement pas été commentée dans les médias. Oui, tout à fait, vous faites bien de le rappeler, et Georges Fenech qui est lui-même ancien magistrat. Alors, on continue ce parcours, on va dire, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, comme vous le dites toujours un peu avec Georges Fenech qui pose des questions. Et là, ensuite, on apprend qu'on a le RAID, évidemment, qui est fait pour intervenir dans ce genre de situation. Et Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, le patron du RAID de l'époque, raconte que lui, il attend qu'on déclenche le système habituel, classique pour déclencher, pour lui demander d'intervenir. C'est la force d'intervention de la police nationale, ça s'appelle la FIPN. Mais c'est pas lui qui doit la demander. Il explique ça et il attend de recevoir l'ordre, mais l'ordre ne vient pas. On écoute un extrait de Jean-Michel. Évidemment, le conflit, on va dire, entre les différentes forces. Là, on a RAID, unité nationale, qui est normalement prévu pour malheureusement ce genre d'attentat, ce genre d'action. Sauf qu'il y a un protocole à respecter. Ce protocole n'a pas été respecté. Et finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est que c'est la BRI qui a été appelée et le RAID qui les a rejoints finalement ou pas? Même pas. Oui, après, oui. Oui, après. Voilà, mais on sent... Alors, vraiment après, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'autorisation à entraver la marche de la BRI. Oui. C'est incroyable, Alors, je rappelle, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, le RAID, donc Unité nationale, il le précise bien, Jean-Michel Fauvergue, et la BRI dépend de la préfecture de police de Paris. Oui, c'est ça, exactement. C'est la préfecture de police de Paris, et la BRI intervient dans de très, très nombreux domaines, et très utile à Paris, bien sûr. Mais la partie terroriste, la partie attaque terroriste, c'est pas leur fort. Alors, attention, c'est pas leur fort, sauf si on intègre une unité de cette BRI que personne ne connaît ou ne connaissait parce qu'elle a été dissoute depuis. L'ABI ? Qui s'appelle l'ABI. Oui. Et là, on a affaire à vraiment des policiers ultra entraînés qui sont une unité à laquelle on fait appel exactement dans le cas d'une attaque terroriste. Et on n'aura pas fait appel à eux. Oui. Alors. Mais mieux que ça, on n'a pas fait appel à eux, mais ils étaient en mission quelque part dans Paris et ils ont entendu qu'il y avait un problème au Stade de France. Et là, ils se sont auto-mobilisés. En fait. Et ça, c'est très grave de s'auto-mobiliser. C'est-à-dire qu'ils se sont auto-mobilisés pour pouvoir intervenir. Et là, ils ont suivi les événements, ils ont entendu les terrasses et là, ils filaient vers le Bataclan, enfin dans le quartier du Bataclan. Et là, on leur a absolument interdit d'intervenir. Oui, mais ça, on a aussi un autre extrait. Il fallait qu'ils aient un ordre, ils n'en avaient pas. Il fallait qu'ils rejoignent le quai des Orfèvres avec les autres membres de la BRI. Et là, je peux vous assurer que les minutes et les dizaines de minutes qui passent, c'est les morts de Bataclan. Évidemment. Voilà, c'est là que le problème est insupportable. C'est-à-dire qu'on avait une unité qui pouvait intervenir et qui serait intervenue, on ne sait pas exactement à quel moment, mais pendant la fusillade, quoi. Ou au mieux avant la fusillade, on ne sait pas. Voilà, et qui ont eu interdiction d'intervenir. Oui, alors on va le passer, c'est un extrait justement. On a un agent de la brigade d'intervention, enfin vous avez un agent plutôt dans votre documentaire de la brigade d'intervention, qui raconte ça, évidemment anonymisé, et qui ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, c'est-à-dire pourquoi, alors que nous étions prêts,
on nous a demandé d'aller au 36 quai des Orfèvres. Que s'est-il passé? Et aujourd'hui, alors en plus, vous interviewez aussi Laurence Beneux, qu'on connaît bien. J'avais lu son livre d'enquête sur Brigade d'intervention sur le sujet. Aujourd'hui, les membres de la Brigade d'intervention, beaucoup sont encore sous le choc. Beaucoup ont du mal à comprendre psychologiquement ce qui s'est passé et pourquoi ils n'ont pas pu intervenir, alors qu'ils étaient eux aussi passés devant, puis repassés devant le Bataclan. Ils auraient pu sauver des vies pendant tout ce temps-là. Comme vous l'avez dit, chaque minute, chaque seconde comptait. Alors, je propose d'écouter. Alors là, je préviens mon réalisateur, on saute quelques extraits prévus. Et on va sur cet agent de la brigade d'intervention qui témoigne. On l'écoute. Voilà, la hiérarchie n'a pas de réponse, il ne comprend pas. Est-ce que vous les avez rencontrés, donc c'est cette brigade d'intervention? Quel est leur, comment ils comprennent ce qui s'est passé? Ils comprennent. Ils comprennent. Enfin, écoutez, c'est très délicat, hein, ils comprennent, mais rien ne s'exprime parce que la pression était telle et la menace était telle. On a bien vu ce qui est arrivé au film. Oui. De mettre ça. Bon, alors donc tout ça est très délicat, oui. Mais en creux, on peut comprendre qu'il y a eu des pressions. Il y a des pressions et il y a encore une fois une mise en avant d'un service. Ouais. Voilà, qui n'est pas normal. Et l'ABI, qui, elle, avait absolument tous les moyens intervenir, est allée donc rejoindre les autres au quai des Orfèvres. Et là, sous les ordres de la direction de la BRI, ils reviennent au Bataclan. Et c'est là qu'on commence à raconter l'histoire dans les médias. C'est-à-dire l'intervention de la BRI, qui va durer des heures. Qui va durer des heures de progression dans le Bataclan. Et les premiers à intervenir de la BRI dans le Bataclan, eh bien, ce sont justement les membres de l'ABI, parce que c'est les plus spécialisés. D'accord, mais c'est sous le nom, on va dire, de la BRI. Ils changent de casquette. De préfecture de police de Paris. Et après, on va revenir sur, évidemment, si on va remonter un peu qui est sous l'autorité de qui. Et évidemment, à qui ça pourrait rendre service, éventuellement, on fait de l'interprétation. Donc, je continue juste pour que, avant d'arriver là-dessus, qu'on continue de faire le tour des différentes forces qui auraient pu intervenir, parce que c'est absolument dramatique et c'est quand même terrible de se dire que voilà, on a perdu des secondes, des minutes et des vies. Et on a aussi donc le GIGN qui explique qu'ils étaient non loin de l'attentat et qu'ils auraient pu intervenir. On écoute un ancien officier du renseignement qui explique ça. Nous avions Manuel Valls qui, en tant que Premier ministre, visait clairement le poste de président de la République. Donc il avait besoin de s'accaparer les bonnes grâces au sein des policiers, ce qui n'était pas gagné. Il fallait qu'il mette en avant des policiers sur une intervention, quitte à ne pas faire intervenir certains, et en privilégier d'autres, comme par exemple la BRI. Bon, ça, évidemment, c'est un témoignage. Hein. Vous ne faites que redonner la parole à chacun. Je le précise, Francis Gélery. Mais quand on résume, on avait donc les policiers qui, avec la Sentinelle, l'opération Sentinelle, les militaires, 8 militaires, qui, eux, n'ont pas le droit d'intervenir. On a le RAID qui attend qu'on les appelle via la force d'intervention de la police nationale. Ils auraient été là, moi je les avais rencontrés, je crois en 10 minutes, ils nous avaient expliqué. Qui attend que le protocole soit respecté. Le protocole n'est pas respecté, ils ne sont jamais appelés. Donc on met de côté le Sentinelle, on met de côté le RAID, on met de côté, vous l'avez dit, la BI, qui veut intervenir, mais qu'on refoule d'une certaine façon et qu'on renvoie au 36 quai des Orfèvres, alors qu'elle était devant et qu'elle passe 2 fois devant, à l'aller et au retour. Et qui a la qualité pour le faire. Et qui était tout à fait formée pour le faire. Et on a le GIGN, qui n'a pas le droit d'intervenir non plus. Ça fait quand même un paquet. Et donc finalement, comme vous l'avez dit, on a évidemment d'abord ce commissaire, primo-intervenant, qui lui finalement ne respecte pas le protocole, qui a pris des risques finalement, alors, bien sûr pour sa vie, mais en plus pour... Oui. Absolument. Alors là, si le massacre a cessé dans le Bataclan, alors il a cessé avec quand même énormément de morts. Hein. Oui. Si le massacre a cessé, c'est parce qu'un commissaire de police de la BAC, avec son adjoint, sont rentrés sans aucun ordre, sans avoir demandé l'autorisation, dans le Bataclan, et qu'il a tué un des terroristes. Voilà. C'est comme ça que les choses ont... Le massacre dans le Bataclan a cessé. C'est ce commissaire de police, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a certainement dans les semaines qui ont suivi le Bataclan eu des problèmes. Ah, vous croyez? Mais oui, il n'a pas respecté les ordres. Il est rentré dans le Bataclan en tirant sans autorisation. Et c'est grâce à ça que le massacre a cessé.
Et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et je ne sais pas comment il a vécu les semaines, ou même maintenant, je ne sais pas. Mais ça a été très, très dur. Il faut voir que les gens de la BI, quand toute la BRI a été décorée par la préfecture quelques semaines après, dans la cour de la préfecture de police de Paris, les gens de la BI, on leur a demandé de retirer leur casquette BI pour mettre casquette BRI. Mais c'est dingue. Ouais. Non, mais c'est surtout quelque chose qui n'est pas médiatisé. Mais oui, mais c'est pour ça Alors, l'extrait que vous venez de passer, c'est l'extrait à problème qui a valu tant d'ennuis à Arte. Ah, bon. D'accord. Et qui a été contesté par Manuel Valls, qui a justifié sa plainte en diffamation, plainte qui a été retirée. Mais je tiens à le signaler que c'est justement cet extrait qui posait problème. D'accord. Francis Gilleri, justement, est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, ou alors j'ai Alexandre Langlois aussi qui est à côté de nous, ancien policier qui connaît bien aussi on va dire, la structure, parce que c'est compliqué aussi à comprendre pour nous autres de manière générale. Que en fait chaque service dépend d'une autorité différente. On sait qu'en France on souffre beaucoup de ce conflit de services au niveau territorial mais même au niveau national. Et en quoi mettre en avant la BRI, peut-être si Francis Gilleri c'est plus compliqué pour vous de le dire, on peut peut-être demander à Alexandre Langlois de l'interpréter aussi. En quoi ça peut mettre en avant plus un homme, un politique plus qu'un autre? Je sais pas. Alexandre Langlois, allez-y peut-être pour commencer. Déjà, il y avait aussi quelque chose qui n'a pas été forcément relaté, mais le raid qui n'est pas intervenu, c'était Sarkozy qui l'avait remonté, qui avait donné beaucoup de moyens, qui l'avait utilisé dans l'affaire Mera, qui avait dit que ce sera l'unité spécialisée antiterroriste, et le raid en fait avait été remis au goût du jour et remodernisé par Nicolas Sarkozy. Oui. Donc du coup, Manuel Valls et tous ses petits copains ne pouvaient pas remettre une unité qui était des élus de droite plutôt, dont Nicolas Sarkozy s'était servi également pour son ascension au pouvoir. Donc le raid était suspect politiquement. Ah oui. Donc du coup, suspect politiquement, il fallait qu'on crée une nouvelle unité, une nouvelle légende pour servir la légende des politiques comme Valls ou Cazeneuve. Du coup, il y a ce petit côté-là où on dit on va faire intervenir lui plutôt que celle-là. Donc il y a ce côté derrière. Et après, il y a toujours une deuxième chose, c'est la guéguerre, parce que dans la police nationale, c'est toujours pas tranché à l'heure actuelle. Il y a la direction générale de la police nationale qui a compétence sur tout le territoire national, exception la préfecture de police qui a compétence sur la petite couronne et Paris même. Et en fait, ces deux entités, aucune n'est subordonnée à l'autre. Et les deux agissent en direct avec le ministère. D'un côté, un directeur général avec le même ministère. Avec le ministre de l'Intérieur pour les deux. C'est-à-dire que quand il y a des réunions... Bernard Cazeneuve de l'époque... avait en direct M. Cadeau, et je ne sais plus qui était le directeur général de la police nationale à l'époque, mais les deux interviennent en même temps, il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Et chacun privilégie ses petits copains en fonction du moment. Mais alors pourquoi éventuellement un homme politique, puisque là Manuel Valls est cité et Bernard Cazeneuve, pourquoi aurait-il intérêt à pousser plus la BRI que le RAID par exemple? Vous l'avez dit pour les raisons politiques, le RAID a été l'unité qui a été mise en avant par Nicolas Sarkozy, donc insupportable pour eux, pour leur image. On dit on ne va pas continuer ce qu'a fait notre prédécesseur. Et la deuxième chose aussi, c'est que la préfecture de police a accès à tous les dossiers de ce qui se passe sur Paris. Donc tous les petits cancans de savoir qui a fait quoi, et qui a donné, qui a bu de l'alcool dans tel député, quelle politique, quelle personnalité. Faire tomber une personne. Voilà, donc ils ont accès à tous les dossiers sur tout le monde. Donc en fait, chacun privilégie en fonction de ses intérêts du moment. La police qui la sert. Donc voilà, donc c'est ces choses, et avec quelque chose aussi de proximité, c'est que la direction générale de la police gère tout l'ensemble du territoire, donc sauf la petite couronne et Paris, mais du coup les politiques voient ce qui se passe sur Paris, et des fois ils vivent dans un microcosme en se disant le reste de la France n'existe pas forcément, sachant que 25% des effectifs sont concentrés sur Paris. Donc il y a aussi ce prisme déformant de se dire on va utiliser ce qu'on voit et ce qu'on connaît à proximité, pas faire les choses. Et la dernière chose derrière aussi, c'est que pour Manuel Valls, qui est quelqu'un, c'est une petite anecdote en parallèle pour montrer la mentalité du personnage qui est prêt à se servir ses intérêts personnels avant la cause d'intérêt général. Il y avait une circonscription dans le 77 où il y avait son ex-femme qui habitait. Il a pris tous les fonctionnaires disponibles pour assurer la sécurité de sa femme. C'est-à-dire que pendant 3 heures, il n'y avait pas eu de police 17, pas d'appel secours, parce que la priorité était la sécurisation des intérêts personnels de M. Valls plutôt que de mettre en disposition adéquate. Donc en fait, l'intérêt général n'a jamais été ce que M. Valls voulait mettre en avant. Ça, c'est votre interprétation. Voilà, mais c'est des faits aussi. Alexandre Langlois, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes, vous aussi, ancien policier, que vous avez vécu tout ça de l'intérieur. Alors, je me retourne vers vous, Francis Gilleri. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter ou commenter par rapport à ce que vient de dire Alexandre Langlois. Oui, bien sûr, mais moi, juste ajouter une chose. C'est pas parce que Valls choisit la BRI qu'il est responsable de... en choisissant la BRI, il s'est pas dit ils vont être nuls et puis il va y avoir des morts. Hein. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que... Non, mais c'est la perte de temps. Mais ils ont perdu un temps considérable. Mais c'est-à-dire que... Non, mais parce que... C'est ça le problème. Il y en a quand même... Oui, le problème, c'est ça. Il y en a quand même... Pardon, non, là, je vais quand même aller vous poser quelques questions, parce que c'est pas en choisissant la BRI qu'il provoque des morts, évidemment.
Mais en revanche, en refusant de faire fonctionner un protocole comme ça l'est d'habitude pour le RAID, ou en refusant à la brigade d'intervention d'agir directement. Alors, on ne dit pas que c'est Manuel Valls qui refuse directement, mais tous ces refus, tous ces feux rouges, on va dire, sur une intervention, ou même pour la sentinelle. Quand on voit que c'est un commissaire seul avec son chauffeur qui réussit à arrêter le massacre, on se dit bien que les militaires de la sentinelle, vous dites qu'ils n'avaient pas d'armes chargées. Mais oui, Alexandre Langlois. Sur l'opération Sentinelle, c'est effectivement, il y a une précision, c'est que les personnels n'avaient pas leurs armes chargées dans le chargeur, mais ils avaient le chargeur à côté. Ce qui faisait que d'un point de vue opérationnel, le temps qu'en général, s'il y avait vraiment un attentat et qu'ils étaient en première ligne, le temps qu'ils chargent l'arme, ils armaient en fait le terroriste qui pouvait prendre leur arme. Mais ils avaient des munitions, mais dans les chargeurs, mais pas dans l'arme directement. Il fallait qu'ils arment. Et la deuxième chose aussi, c'est une petite anecdote sur le refus. Ils pouvaient armer. Ils pouvaient armer, voilà. Et après, il y a la deuxième chose, c'est on n'ouvre pas le feu sur le territoire national. Oui. Je rappelle les propos du général Leguet, gouverneur de Paris, c'était en 2019 par rapport aux Gilets jaunes. L'opération Sentinelle pourra ouvrir le feu sur les Gilets jaunes si jamais il y a des mises en danger. Donc en fait, les doctrines peuvent changer et les choix peuvent changer en fonction des discours et des moments. Oui. Francis Julery. Oui, mais écoutez, je crois qu'on a dit beaucoup sur ce sujet, mais il est clair que le drame, c'est le temps perdu. Bah, évidemment. Le temps perdu avec des ordres qui n'ont pas été donnés ou des interdictions d'intervenir. Bah oui, c'est ça. Et ça, moi, je ne vais pas vous donner d'explications. Arte a déjà eu assez de problèmes comme ça. Bien sûr. Mais il est clair qu'il y a eu une intimidation pour qu'on ne creuse pas. D'accord. Contre vous aussi. Et contre d'autres. D'accord. Pourquoi on en a pu parler ? Pourquoi ce qui est dit dans ce film n'a jamais été répercuté après ? Sauf dans la presse télé, ou Charlie Hebdo qui l'avait rapporté longuement. Mais pourquoi c'est devenu silence radio ? Et pourquoi ça va être aujourd'hui ? Alors c'est une journée de commémoration d'une énorme tristesse, mais on n'en parlera pas. Oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est pourquoi on a vraiment souhaité, je précise, ça fait longtemps qu'on cherche Francis Julery à vous entendre. Je sais que c'était compliqué, pas toujours facile pour vous d'intervenir. Donc je vous remercie d'abord de l'avoir fait aujourd'hui et merci pour votre travail. Et donc, alors je ne sais pas si certains me disent dans les auditeurs là sur le chat de YouTube qu'on peut retrouver votre documentaire sur Odyssée. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà, il y a certaines plateformes où on peut retrouver le documentaire. Bon. Pas forcément dans sa version intégrale, attention. Oui, c'est ça, pas forcément dans la version intégrale. En tout cas, si vous l'annoncez, peut-être sera-t-il de nouveau diffusé ailleurs et donc à suivre évidemment. Merci en tout cas pour votre travail. Bon courage Francis Julery, je rappelle, réalisateur du documentaire Les Ombres du Bataclan